Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info pour un nouveau journal dont voici les titres. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe est en principauté. Alain Berset vient prendre la température avant le début de la présidence du comité des ministres par Monaco. Quel est son programme? Qu'attend-il de cette mandature monégasque? Tous les détails dès le début de ce journal. Après ça, nous partirons dans la Lune. La mission Artemis 2 se termine. Les 4 astronautes de la NASA ont pu explorer de nouveau notre satellite naturel. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans. Nous en parlerons avec un expert. L'astronaute français Jean-François Clairvoy sera notre invité exceptionnel ce soir. Dans ce journal également, l'Iran vient de rouvrir le détroit d'Ormuz. Condition du cessez-le-feu de 2 semaines signé avec les États-Unis. Quelles conséquences pour les prix des carburants chez nous? Qu'en pensent les automobilistes? Nous leur avons posé la question. Enfin, nous finirons avec le coup de cœur des lycéens. Les élèves de seconde ne se sont pas contentés de choisir leur roman préféré. Ils se sont lancés dans la création de capsules vidéo. Il sera notre invité demain. Alain Berset, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, est actuellement en principauté pour une visite officielle de 2 jours. Alexandra Pani, vous nous avez rejoint en studio pour nous dévoiler son programme. Tout à fait Théo, mais je vous propose tout d'abord de revenir sur le contexte de cette visite. La principauté de Monaco prendra la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe le 15 mai prochain, et ce pour 6 mois jusqu'au 10 novembre. Une première depuis l'adhésion de Monaco à l'organisation en 2004. L'objectif de ce comité est de déterminer la politique de l'organisation. Il approuve son budget et son programme d'activité. Alain Berset est donc arrivé à Monaco hier, en fin de journée, accompagné de sa délégation. Alexandra? Exactement, mais les rendez-vous ont débuté ce mercredi matin. Premier point fort de cette visite officielle de 2 jours, le secrétaire général était reçu à 11h en audience au Palais Princier. Alain Berset s'est ainsi entretenu avec le prince Albert II pour une durée de 30 minutes. À l'issue de cette entrevue, le souverain l'a décoré dans l'ordre de Saint-Charles au rang de commandeur. Un peu plus tôt dans la matinée, c'est ici même à la direction de la communication qu'Alain Berset a débuté ses rendez-vous pour ce mercredi. Il était l'invité de Monaco Info, le podcast, avec Geneviève Berthy. Au cœur de cette discussion, le Conseil de l'Europe et ses missions, bien évidemment, mais aussi plus largement l'importance du multilatéralisme dans le contexte actuel. Le secrétaire général a pu également s'entretenir dans l'après-midi avec le secrétaire d'État à la justice, Samuel Vuelta-Simon, puis avec le président du Conseil national, Thomas Brezzo. Et il se trouve que la visite du secrétaire général coïncide avec un événement de printemps du département des relations extérieures et de la coopération, la grande conférence diplomatique, où il est donc pour l'occasion intervenu ce mercredi en fin de journée, Alexandra. Un rendez-vous qui réunit les ambassadeurs de la principauté accrédités à l'étranger. Alain Berset s'est adressé à eux lors d'une présentation d'une quinzaine de minutes. L'occasion notamment de rappeler les 3 piliers du Conseil de l'Europe: la défense des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. Jeudi, cette visite officielle se poursuivra. Alain Berset ira à la rencontre de lycéens qui pourront échanger avec lui sur la thématique de la jeunesse et la démocratie. Il conclura ensuite son voyage monégasque par une conférence de presse conjointe avec le conseiller pour les relations extérieures et la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, où ils présenteront les priorités de la présidence monégasque. Son logo y sera dévoilé également officiellement. Merci Alexandra pour le programme de cette visite dont nous reparlerons plus en détail et en images dans le JT de demain. Et je rappelle qu'Alain Berset sera notre invité spécial. Tout autre chose à présent, c'est l'actualité lunaire du moment. Plus de 50 ans après Apollo 17, l'équipage de la mission Artemis 2 de la NASA a survolé la Lune dans la nuit de lundi à mardi. Les astronautes ne s'y sont pas posés, mais ont tout de même battu le record d'éloignement de la Terre avec 406 000 km de distance parcourue et ont pu contempler notre satellite naturel à des fins scientifiques. Leur vaisseau, Orion, parti le 1er avril, fait maintenant ce retour vers la Terre et doit amérir dans le Pacifique autour du 10 avril. Concrètement, quel est l'objectif de cette mission? Pourquoi est-elle historique? Que peut-elle changer? Pour nous en parler, nous recevons ce soir un homme qui connaît très bien l'espace puisqu'il est astronaute à l'Agence spatiale européenne et a connu lui-même pas moins de 3 missions avec la NASA. Bonsoir Jean-François Clairvoy. Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir de votre présence ce soir sur Monaco Info. D'abord, pourquoi, d'après vous, cette mission est-elle historique alors que nous avons déjà connu des expéditions similaires par le passé et même mieux, nous nous sommes posés sur la Lune déjà? Cette mission Artemis 2 est historique pour plusieurs raisons. C'est un nouveau vaisseau, une nouvelle fusée. C'est un nouvel équipage qui, pour la première fois, est très diversifié.
en termes de composition, de spécialité à bord. Il est international, il comprend une femme et il est historique surtout pour l'Europe, puisque le module de propulsion qui fournit aussi l'électricité, l'eau, l'oxygène, l'air pour l'équipage et s'appelle le module de service européen, c'est le cylindre qui est derrière la capsule, il est 100% européen, c'est-à-dire que l'Europe est sur le chemin critique du programme. Sans ce module fabriqué intégralement en Europe, il n'y a aucun Américain, Canadien, Japonais, Européen qui pourra partir vers la Lune. Vous auriez aimé faire partie de l'équipage de cette mission? C'est quand même pas commun, hein. Les astronautes ont pu assister à un coucher, à un lever de terre, à une éclipse solaire, c'est de l'émotion. Vous aviez vécu ces sensations vous aussi. Vous auriez aimé les revivre? Oh oui, bien sûr, surtout que quand j'étais enfant et quand je l'ai vécu, j'avais 11 ans, je pensais qu'adulte, on irait en vacances sur la Lune comme on prend l'avion aujourd'hui. Je pensais que ce serait beaucoup plus démocratisé. Mais le fait de voir la Terre dans sa globalité, à l'arrière-plan, quand au premier plan, notre satellite naturel, qui, comme disait Buzz Aldrin, est magnifique mais désolé, c'est uniforme. Il n'y a rien, il y a pas de contraste. Il y a les cratères qui montrent qu'elle est bombardée, mais il n'y a pas de vie. Donc ce contraste est saisissant. Et j'ai eu comme instructeur John Young, qui était un astronaute de l'époque Gemini, Apollo, qui a marché sur la Lune. Et quand il me parlait de la Lune, je le voyais comme les enfants me voient moi en tant qu'astronaute. Et effectivement, c'est une perspective sur l'humanité qui est donnée à ce jour à très peu de personnes et qui permet de relativiser un peu notre condition humaine. Alors là, l'objectif n'était pas de se poser sur la Lune, mais de travailler en surface et de préparer un futur alunissage. Dans le détail, que sont allés faire les astronautes d'Artemis 2? Alors, il s'agissait avant tout de valider la capsule qui avait déjà fait un vol inhabité il y a 3 ans et demi, qui m'a très bien marché, mais là, la valider avec des humains à bord qui utilisent le système de support vie, donc la façon de produire de l'eau, de l'oxygène, d'aller aux toilettes, d'utiliser la nourriture. Ils avaient une mission scientifique d'observation de la Lune. Ils ont aussi servi de cobayes en quelque sorte pour des expériences sur les radiations, et ils ont validé le système qu'on appelle Deep Space Network, le réseau de communication avec l'espace profond utilisé pour les sondes interplanétaires, car en orbite basse terrestre, on utilise le GPS, on utilise des satellites de télécommunication en orbite géostationnaire, comme tous les terriens, mais près de la Lune, il faut utiliser d'autres systèmes de navigation et de communication. Mais avant tout, c'était valider le vaisseau de transport qui va permettre d'amener les futurs équipages du programme Artemis en orbite autour de la Lune. Mais il reste à mettre au point l'atterrisseur. Est-ce qu'on est prêt à viser encore plus loin? Peut-être on parle encore de Mars maintenant? Alors, la fusée SLS marche très bien. D'ailleurs, avec les mêmes moteurs que ceux qui m'ont propulsé dans l'espace, ce sont les mêmes. La capsule a été validée en mode automatique il y a 3 ans et demi et en mode habité avec Artemis 2. Il reste à valider l'atterrisseur. Et effectivement, comme vous le dites, le programme Artemis a comme raison d'être numéro 1 de valider et d'apprendre tout ce qu'on a besoin de maîtriser pour un jour être capable de faire la même chose autour de Mars et sur Mars. Donc la Lune est une sorte de banc d'essai pour tester toutes ces technologies et tester en particulier la résistance aux radiations des astronautes qui ne seront plus protégés par le champ magnétique terrestre. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy, ingénieur et astronaute pour l'Agence spatiale européenne, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. Merci, comme disait mon ami Spock, live long and prosper. Restons dans l'actualité internationale. C'est tombé hier, un cessez-le-feu de 2 semaines en Iran a été annoncé par le président américain Donald Trump. À cette condition, Téhéran a accepté de rouvrir le fameux détroit d'Ormuz, une zone de passage clé du golfe Persique qui permet l'approvisionnement d'environ 20% du pétrole mondial. C'est donc cette fermeture qui nous a valu durant plusieurs semaines les hausses de prix que l'on connaît à la pompe. Où en est-on aujourd'hui chez nous? Les automobilistes ont-ils changé leurs habitudes? Que peut changer la réouverture du détroit? On fait le point avec Alban Jean-Jambre et Loïc Marage. Des prix élevés à la pompe, les automobilistes sont nombreux à éviter de regarder le compteur. Sur cette station essence, le prix du carburant, notamment du gasoil, a subi une augmentation de 1 € en 3 mois. On sait bien que l'essence augmente, de toute façon il faut en mettre, donc on s'adapte. C'est toujours compliqué pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais voilà, on n'a pas le choix que de subir. It is what it is, you have no choice, I have to use the car, so what do? You walk, it's too far. So it is what it is, but it will go down now, in my opinion. On n'a pas de choix, hein.
il faut rouler, donc il faut de l'essence. Je pense qu'avec la trêve, ça ira mieux. Après l'annonce d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient, l'Union française des industries pétrolières estime une baisse de 5 à 10 centimes à la pompe dans les prochains jours. Ce sera une baisse qui est négligente par rapport à l'augmentation qu'on a subie au jour d'aujourd'hui. Donc déjà c'est un pas. Nous on est livré par la France et on subit c'est-à-dire le même sort que les stations en France et on essaye de gérer c'est-à-dire la situation comme on peut. Malgré une instabilité des prix, cette station-service se réjouit d'être épargnée par les problèmes de livraison et d'avoir toujours du carburant à la pompe. Comme chaque jour, on passe au tennis avec des nouvelles du Rolex Monte Carlo Masters. Avec vous, Frédéric Elion, depuis le Monte Carlo Country Club. Frédéric, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui avec des matchs au scénario incroyable. Oui, une journée complètement folle, Théo, qui a débuté par un résultat improbable, la défaite 6-0 de Daniil Medvedev, alors qui n'est pas un grand fan de terre battue, mais une défaite en 49 minutes face à Matteo Berrettini avec cette stat affolante. 3 coups gagnants pour 29 fautes directes pour le Russe qui n'avait a priori pas une grande envie d'être ici sur le court du Monte Carlo Country Club. Alexander Zverev, lui, 3e joueur mondial, tête de série numéro 3 du tableau, est passé tout proche de la correctionnelle. Il était mené 4-0, puis 5-2 dans le 3e set par Garin, avant de profiter un petit peu de la fébrilité du Chilien en fin de match pour tout renverser et l'emporter et passer au tour suivant. Et puis, côté monégasque, il y avait forcément ce double que l'on attendait avec les deux paires franco-monégasques. Hugo Nys associé à Édouard Roger Vasselin qui l'a emporté face à Romain Arneaudo et Pierre Hugerbert au super tie-break. Et puis on attend bien évidemment le résultat de Valentin Vachereau. Ça va se terminer quand même très tard ici dans la soirée, son match face à Musetti, l'Italien. Merci Frédéric pour votre résumé et à demain. Allez, dirigeons-nous maintenant du côté du Larvoto où les services de l'État procèdent en ce moment aux traditionnelles opérations de reprofilage de la plage afin de garantir des conditions optimales d'accueil et de sécurité pour l'ouverture de la saison. Reportage de Fabien Bonilla et Arnaud Imbert. La plage du Larvoto se refait faire une beauté. On peut dire que c'est son lifting annuel. Des engins motorisés sont présents sur la plage depuis ce mardi sous la tutelle de la Direction des Affaires Maritimes. Nous préparons la saison estivale et nous essayons de redonner à la plage l'allure qu'elle avait à la fin de l'été et pour essayer d'effacer les différentes coups de mer. Ça veut dire faire un nivellement du plage, ramener le sable sur toute la surface de la plage, alors prendre le sable qui est reparti dans l'eau pour qu'on puisse retrouver une plage qui soit disponible et que l'on puisse utiliser dans ses aspects les plus divers ludiques. Durant 3 semaines, les travaux se dérouleront de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30 afin de préserver l'activité des restaurants. La plage demeurera accessible par parcelle en fonction de l'avancement du chantier. Pour protéger de tous ces travaux et de la suspension des sédiments, parce qu'on va chercher avec ces tracteurs, ces bulldozers du sable dans l'eau, on a fait installer des filets anti-turbidité, c'est la société Trasomar qui s'occupe de ça, de façon à ce qu'on puisse retenir ces suspensions et que ça ne vienne pas abîmer la biodiversité marine ou les posidonies de façon particulière. Et c'est aussi pour ça que la baignade est interdite pendant ces 3 semaines. Des travaux côté plage, mais du changement également côté maritime avec ces rochers entreposés pour éviter les coups de mer. Ce seront au final 4 îlots de 10 mètres de large par 20 mètres de long chacun. Le premier objectif de ces îlots, ça va être de réduire la force des vagues qui s'appliquent sur la plage pour éviter les phénomènes de submersion. Donc c'est pour ça qu'on a mis des enrochements plus robustes et plus gros que ceux qu'il y avait avant pour faire face aux épisodes de tempête exceptionnelles. Donc la durée de vie des ouvrages est de 100 ans, contre 30 ans pour les ouvrages qui étaient existants avant, donc c'est plus durable. Et ensuite l'autre objectif va être aussi de diminuer le phénomène d'érosion qui est naturel, qui a lieu sur toutes les plages, mais qui faisait qu'aujourd'hui, chaque année, on était obligé de revenir reprofiler la plage pour lui redonner un aspect uniforme et préserver l'espace balnéaire. Là, du fait des travaux, ça permettra de réduire la fréquence de ces interventions de reprofilage. La plage devrait être prête pour le 24 avril et la réalisation des îlots de roche dans le courant du mois de mai. Et ce début de printemps, c'est l'occasion de voir fleurir de nouveau les touristes un peu partout en principauté, mais aussi les fleurs, tout simplement. Aucun jeu de mots cette fois. La direction de l'aménagement urbain est en ordre de bataille pour redonner vie aux espaces verts du pays. Nous sommes en ligne avec Aurélie Varito. Bonsoir à vous. Bonsoir. Adjoint technique à l'ADO, merci d'être avec nous. Le retour du printemps, c'est un moment clé pour vos services. Quelles sont les principales opérations en cours actuellement à Monaco ?
Le printemps, c'est le soleil qui revient, les beaux jours et surtout les plantations qui sont en cours. On commence le renouvellement des massifs d'annuels. Donc au départ, c'est le jardin Saint-Martin. Et puis on en a pour 2 semaines et demie pour renouveler à peu près 2000 m² de massifs. Donc ça se passe sur le rocher, ça se passe également dans le reste du territoire, et il y en a partout des massifs. Oui, 2000 m² à peu près sur toute la principauté, avec des massifs un peu plus importants que d'autres. Quelles sont les variétés végétales que l'on peut trouver aujourd'hui dans le pays ? Alors là, sur ce cahier de fleurissement, parce que tous les jardiniers partent sur la même base, ça fait déjà 1 an que cette plantation est préparée, parce qu'il faut réserver d'une année sur l'autre. Les plantes sont mises en culture à la pépinière de Saint-Laurent-d'Ez. Et puis là, c'est la finalité de la mise en culture, c'est-à-dire la plantation en massif. On peut retrouver des bégonias, des goras, des cannas, des pervenches, tout. D'ailleurs, comment sont-elles choisies ces variétés et qui les choisit? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs critères, le coût, la résistance, la beauté, tout simplement. Alors déjà, il y a la résistance parce que ce qu'on plante actuellement en massif va tenir jusqu'à la fête nationale, avec un léger changement au début de l'automne pour renouveler les plantes qui n'auront pas résisté à la période estivale. Mais ces plantes-là vont durer plusieurs mois en massif, donc il faut prendre des plantes qui sont actuellement fleuries, mais aussi des plantes qui vont se développer. Et il faut prendre aussi en compte le changement climatique, la durabilité, le respect de l'environnement, hein. Oui, c'est ça. Donc on a abaissé à peu près 35% notre production. On a supprimé des tout petits massifs qui n'avaient aucun intérêt, mais on a privilégié les plus grands pour qu'il y ait le côté effet spectaculaire. Monaco est un territoire très bétonné, très urbanisé. Est-ce que cela vous donne du fil à retordre ? Non, je dirais pas ça, c'est un challenge. On a beaucoup d'espaces verts, mais ils sont assez morcelés. Donc c'est à nous de faire plus attention. Chaque mètre carré est très important, donc on se bat tous les jours pour les préserver. Comment entretenez-vous après ces espaces verts tout au long de l'année, notamment avec les contraintes d'eau que l'on connaît aujourd'hui ? Alors les arrosages sont faits par rapport au massif. Ça peut être un arrosage goutte à goutte, des arrosages manuels ou alors des tuyères. On privilégie forcément les arrosages goutte à goutte et en tuyère. Et ensuite, c'est réglé par des programmateurs selon la météo. Aurélie Varito, pour finir, est-ce qu'il y a des changements ou des projets qui seront mis en place par l'ADO dans le futur en lien avec la végétation justement ? On est en pleine réflexion depuis quelques années pour adapter la palette végétale au changement climatique. On fait des essais et puis il y a beaucoup de pédagogie à faire. Donc ça, c'est notre rôle au quotidien. Merci beaucoup Aurélie Varito, adjointe technique à la direction de l'aménagement urbain, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Au revoir. Les musiciens de l'Académie Régnier 3 prennent leur quartier à l'espace Léo Ferré en ce moment à l'occasion des journées de l'Académie. Et hier, c'est la traditionnelle soirée des orchestres qui a fait son retour. Les orchestres d'initiation, junior, à plectre et celui des jeunes. Alexandra Pani et Arnaud Habert y ont assisté pour vous. Regardez. Les tout-petits ont ouvert les festivités. À tout juste 7 ans pour les plus jeunes, ils se sont produits sur scène comme les grands et avec assurance. Ils ont interprété leurs 2 morceaux sous la direction de Daniele Arena. Cette soirée de l'Académie Régnier 3 proposait une scénographie singulière où le spectateur se trouvait au plus proche des musiciens. C'est une première puisqu'on a fait un concert immersif, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on joue sur le parterre et qu'on a mis le public à l'intérieur de tous ces ensembles et de l'orchestre. Faire de la musique, c'est faire de la musique ensemble d'abord. Donc il y a beaucoup d'ensembles qui travaillent toutes les semaines de façon hebdomadaire. Donc on démarre là ce soir avec l'orchestre Initiation, donc c'est vraiment les plus jeunes, les débutants. On leur fait démarrer tout de suite la pratique en ensemble.
Ensuite, il y a un orchestre junior, donc là, ils ont 2-3 années de plus. Ensuite, vous entendrez l'orchestre à plectre, donc là, c'est la mandoline. Vous connaissez l'histoire de la mandoline à Monaco, c'est quand même, ça représente Monaco. Donc évidemment, l'Académie se devait d'avoir un ensemble de mandolines. Et on terminera par l'orchestre des jeunes, donc qui est notre orchestre, on va dire, d'élite un petit peu. C'est nos plus grands élèves qui se produisent ce soir. Une soirée dédiée aux orchestres qui composent l'Académie, et notamment l'orchestre à plectre dont font partie Mathieu et Julien. Un ensemble composé principalement d'instruments à cordes pincées de la famille des mandolines. On a la mandoline, petit instrument, c'est on va dire l'équivalent du violon. Et celui-là, c'est la mandole, bien plus gros, bien plus écarté au niveau des doigts. Comme le violon et l'alto, il y en a un qui sonne beaucoup plus aigu et l'autre plus grave. Et après, il y en a encore un troisième qui sonne encore plus grave. Donc on va dire c'est juste une question de son, on va dire. Ce soir, on va jouer 2 morceaux. Nous allons commencer par Mirror. Et donc c'est un morceau où nous sommes 3 solistes, une mandole et 2 mandolines, et on est ensuite accompagné par l'orchestre. Un morceau que je trouve magnifique sincèrement, qui a fait pleurer mon père. Pour la première fois de sa vie, il a pleuré quand j'ai joué un morceau. Donc c'est un très très beau morceau. Et ensuite nous allons continuer avec Avengers, avec un peu de Jurassic Park au milieu, voilà. Ça va être très sympa, c'est 2 morceaux qu'on aime beaucoup jouer. Le public aura donc pu reconnaître certaines musiques célèbres du cinéma. Place à la jeunesse et à la littérature pour finir. Dans le cadre du coup de cœur des lycéens 2026 de la Fondation Prince-Pierre, des élèves se sont lancés dans la création de capsules vidéo autour de leur roman préféré. Une véritable aventure créative qui a attisé la curiosité de nos reporters Vanessa Dessy et Sylvain Péroumal. Le coup de cœur des lycéens met les élèves au cœur de la sélection. Ils découvrent des œuvres, échangent sur leurs impressions et débattent pour choisir l'ouvrage qui les touche le plus. Cette année, la démarche se poursuit car chaque élève réalise sa capsule vidéo autour du roman qui l'a le plus marqué. Ils se retrouvent enfin pour voter et découvrir toutes les créations, étape clé avant de désigner la sélection finale. Les capsules, en fait, ce sont des objets sonores et visuels qu'ont fabriqué les élèves pour défendre un bouquin, un ou plusieurs éventuellement, enfin le bouquin qu'ils ont préféré. Ils en sont à l'étape où il va falloir choisir entre la première sélection de 7 romans, passer à 5, qui seront ensuite intégralement lus par tout le monde pour faire le choix final. Donc les capsules, en fait, c'est l'intermédiaire, c'est le premier vote. Les élèves se sont pris au jeu avec enthousiasme, touchés par l'expérience de créer leur propre capsule et de donner vie au roman qui les a le plus marqués. On était avec notre prof de français et on a d'abord écrit notre texte, puis on s'est enregistré et on a fait le format visuel à la fin. Je trouve que ça nous fait apprendre et lire d'autres livres plus contemporains et donc plus actuels et nous faire réfléchir un peu sur la société actuelle. Je trouve que c'est un avantage pour le bac de français parce que, étant donné que c'est des livres qui sont assez récents, donc pas très connus, quand on les présentera à l'oral, le jury il sera direct plus impressionné de voir qu'on n'a pas pris des classiques mais qu'on s'est démarqué. Prochaine étape pour le coup de cœur des lycéens, la traditionnelle rencontre avec les auteurs qui se déroulera au mois de mai. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo d'Alban Gingembre. Ensuite, vous retrouverez les experts du tennis pour le résumé de la journée au Rolex Monte Carlo Masters, suivi du Culturama de José Sacré. Je vous laisse sur les images de nos magnifiques espaces verts dont nous parlions tout à l'heure et qui reprennent vie chaque année au printemps. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h.
Bonsoir à tous, on reste sur un ciel ensoleillé pour demain à Monaco. Quelques passages nuageux mais rien qui ne vienne altérer le beau temps. Toujours un léger vent en revanche. Pour ce qui est des températures, elles seront comprises entre 11 degrés le matin et jusqu'à 18 degrés l'après-midi. Et en ce jeudi 9 avril, pensez à souhaiter une bonne fête aux Gautier.